La serveuse tendit au roi vampire ses faux papiers d'immigration avec un accent roumain impeccable. Mais ce qu'elle murmura ensuite, ce document est un faux, figea son cœur antique, car jamais aucun mortel n'avait risqué sa vie pour sauver la sienne auparavant. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Les doigts d'Elena tremblaient alors qu'elle posait la cafetière, ces mots murmurés dans un roumain parfait flottant encore dans l'air entre eux. Les yeux pâles du roi vampire se fixèrent sur les siens, et elle vit quelque chose changer derrière ce regard ancien, une lueur de surprise qui lui noua l'estomac de terreur et une inexplicable vague de protection. Elle l'avait reconnu dès l'instant où il avait franchi les portes vitrées du café Europa, son immobilité d'un autre monde et la façon dont les ombres semblaient se courber autour de ses épaules, le désignant aussi clairement qu'une enseigne au néon pour quelqu'un ayant sa formation. Elena Popescu avait passé 3 ans à Bucarest à travailler pour le Departamentul de Supraveghere Supranatural de Roumanie, apprenant à identifier les êtres surnaturels par leurs tics, leurs documents, leurs tentatives désespérées de se fondre dans la société humaine. Elle avait fui cette vie, avait brûlé ses vrais papiers et s'était créé une nouvelle identité de simple serveuse à Seattle, mais certains instincts ne meurent jamais. Les documents d'immigration étalés sur sa table portaient le sceau du département des affaires surnaturelles, mais les angles des ailes de l'aigle étaient incorrects, le papier trop brillant, le bloc de signature positionné 2 millimètres trop haut. Elena avait elle-même falsifié assez de documents pour distinguer la perfection de la fraude, et ces papiers le feraient tuer. Le roi vampire, Alexandre Dracul, selon le faux nom sur ses documents, venait en Amérique pour des renouvellements d'asile depuis avant sa naissance, faisant confiance à un système qui avait apparemment décidé de le trahir. Elle jeta un coup d'œil vers la banquette numéro 7, où 2 hommes en costume gris identique étaient assis, sirotant un café froid, leurs yeux suivant chaque mouvement d'Alexandre avec la patience de prédateurs. Les cheveux gris acier de l'agent Morrison captaient la lumière de l'après-midi, filtrant à travers les fenêtres du café, ses cicatrices chirurgicales visibles lorsqu'il soulevait sa tasse, tandis que son partenaire, l'agent Chen, gardait une main près de la poche de sa veste d'une manière qui suggérait des armes dissimulées. Elena connaissait leur genre. Elle avait travaillé aux côtés d'hommes exactement comme eux, qui voyaient les êtres surnaturels comme des problèmes à résoudre plutôt que comme des personnes à protéger. Sa propre situation clandestine la rendait vulnérable. Sa connaissance des protocoles de classification surnaturelle la rendait dangereuse. Et sa décision soudaine de sauver un roi vampire faisait d'elle une traîtresse envers le gouvernement, même dont les faux papiers lui avaient offert un sanctuaire. L'ironie avait un goût amer comme du marc de café. Le cœur d'Elena martelait contre ses côtes alors qu'elle attrapait son carnet de commandes, en arrachant une feuille et esquissant une carte rapide de la sortie arrière de la cuisine, tout en écrivant en roumain qu'ils étaient surveillés. Les doigts d'Alexandre effleurèrent les siens lorsqu'il prit le papier, sa peau froide comme la pierre en hiver, et elle vit la reconnaissance fuser dans son expression alors qu'il lisait son avertissement. 30 secondes, avait-elle écrit, sachant que Morrison et Chen se levaient déjà de leur banquette, leurs mouvements décontractés mais déterminés, alors qu'ils s'approchaient de sa table. Les 800 ans d'instinct de survie du roi vampire luttaient contre ce qui ressemblait à un épuisement profond, la lassitude de quelqu'un qui avait fui depuis bien trop longtemps. Elena fit son choix en l'espace d'un battement de cœur, soulevant un plateau plein de vaisselle et se plaçant délibérément sur le chemin de Morrison. Le fracas de la porcelaine brisée et l'éclaboussure de café chaud créèrent exactement le chaos dont elle avait besoin, les 2 agents se déplaçant instinctivement pour éviter le liquide brûlant, pendant qu'Elena s'excusait abondamment dans un anglais accentué, jouant l'immigrée maladroite à la perfection.
Dans sa vision périphérique, elle vit Alexandre se lever et se déplacer avec une grâce inhumaine vers la cuisine, sa silhouette semblant se brouiller sur les bords alors qu'il se glissait entre les tables éparpillées et les clients inquiets. Les yeux de Morrison se posèrent sur la table vide où sa cible était assise, son visage se durcissant de fureur en réalisant ce qui s'était passé. Elena continua sa performance, s'accroupissant pour ramasser la céramique brisée, tandis que son esprit parcourait les implications de ce qu'elle venait de faire. Le protocole sept du DAS était gravé dans sa mémoire depuis ses jours de formation. Tout mortel fournissant de l'aide à une cible surnaturelle était classé comme une ressource compromise, sujette à une détention immédiate et à un interrogatoire poussé. Elle venait de se peindre une cible dans le dos pour sauver une créature qu'elle connaissait à peine, poussée par un instinct qu'elle ne pouvait nommer. Les caméras de sécurité montées dans chaque coin du café avaient tout capturé, leurs yeux électroniques enregistrant son visage, ses mouvements, sa coordination évidente avec l'évasion d'Alexandre. La nouvelle vie qu'Elena avait soigneusement construite s'effondrait en temps réel, 3 ans de clandestinité anéantis par un moment de clarté morale qu'elle savait déjà ne jamais regretter. Morrison parlait rapidement dans son téléphone tandis que Chen examinait les documents abandonnés, leur calme professionnel masquant ce qu'Elena reconnaissait comme une rage à peine contenue. Elle finit de nettoyer le désordre et se retira dans la cuisine, ses mains tremblantes alors qu'elle faisait la vaisselle et essayait de comprendre ce qui allait suivre. Le roi vampire était parti, disparu dans le labyrinthe des ruelles et des ombres de Seattle, mais Elena restait piégée à la vue de tous, attendant les conséquences inévitables de son choix. Son service se terminait à 6 heures. La routine ordinaire des procédures de fermeture semblant surréaliste après les événements de l'après-midi. Elena verrouilla la porte d'entrée du café et se dirigea vers sa vieille Honda Civic, ses nerfs à vif alors qu'elle scrutait le parking à la recherche d'observateurs. La carte de visite du DAS glissée sous son essuie-glace semblait inoffensive. Juste un carton blanc avec un logo gouvernemental, mais la note manuscrite au dos lui glaça le sang. Présentez-vous au bâtiment fédéral, étage 13. Demain, 8h. Venez seul. L'écriture précise de l'agent Morrison était aussi froide que ses yeux l'avaient été, chaque lettre formée avec une précision mécanique qui suggérait un homme, ne laissant rien au hasard. Elena resta assise dans sa voiture pendant de longues minutes, fixant la carte tandis que son esprit parcourait des options qui menaient toutes à la même impasse. Fuir ne ferait que confirmer sa culpabilité et déclencherait une chasse à l'homme à laquelle elle ne pourrait jamais échapper. Rester signifiait marcher dans un piège les yeux ouverts. Se battre était impossible contre une organisation aux ressources illimitées et à l'autorité légale. Le simple ordre de la note portait le poids du pouvoir fédéral, une invitation qui était en réalité, une convocation qui était en réalité, une condamnation à mort enveloppée dans un langage bureaucratique. Elena démarra sa voiture et rentra chez elle à travers le trafic du soir de Seattle, la carte de visite brûlant comme de la glace contre la paume de sa main où elle la serrait. Son petit appartement semblait différent maintenant, contaminé par la connaissance que Morrison savait où elle vivait, où elle travaillait, probablement où elle faisait ses courses et combien d'argent elle avait sur son compte en banque. Le roi vampire l'avait remerciée avec ses yeux en s'échappant, une gratitude si profonde qu'elle lui avait presque brisé le cœur, mais la gratitude ne la protégerait pas de ce qui allait suivre. Elena verrouilla sa porte à double tour et tira les rideaux, sachant que quelque part dans la ville, Alexandre Dracul se cachait aussi, planifiait aussi, essayait aussi de trouver comment survivre une nuit de plus dans un monde qui le voulait mort. Elle l'avait sauvé une fois avec un avertissement murmuré et un moment de courage, mais demain, elle affronterait seule les conséquences. La carte de visite reposait sur sa table de cuisine comme une petite pierre tombale blanche, marquant la mort d'Elena Popescu, la serveuse, et la naissance d'Elena Popescu, la fugitive.
Dehors, les lumières de Seattle scintillaient dans l'obscurité, chacune représentant des vies qui continueraient sans changement, tandis que la sienne se brisait en morceaux qu'elle ne pourrait peut-être jamais rassembler. Mais quand elle fermait les yeux, Helena pouvait encore voir le visage du roi vampire à ce moment de reconnaissance, la façon dont ses traits anciens s'étaient adoucis avec quelque chose comme de l'émerveillement quand il avait réalisé qu'elle essayait de le protéger. Personne n'avait jamais risqué sa vie pour le sauver auparavant, avait-il dit avec ses yeux. Et Helena comprit avec une clarté cristalline que personne n'avait jamais valu la peine d'être sauvé pour elle non plus. Le choix était fait, les dés étaient jetés, le piège s'était refermé. Il ne restait plus qu'à entrer dans le bâtiment fédéral le lendemain matin et à découvrir si son pari pour sauver un monstre avait valu la peine de se détruire. L'écran de l'ordinateur portable d'Helena brillait dans son appartement obscurci alors qu'elle parcourait les protocoles classifiés du DAS auxquels elle avait accédé en utilisant des identifiants qui auraient dû être désactivés des années auparavant, ses anciens collègues de Bucarest étant apparemment trop désorganisés pour nettoyer correctement leur système. Les statistiques lui retournèrent l'estomac. Un taux de réussite de 97% dans l'élimination des ressources. Éliminer étant l'euphémisme bureaucratique pour assassiner, de manière à ne laisser aucune preuve et aucune question. Elle avait elle-même aidé à compiler certains de ces chiffres, à l'époque où elle croyait que ce travail était nécessaire, avant d'apprendre que les êtres surnaturels n'étaient pas des monstres, mais des réfugiés fuyant une persécution qui remontait à des siècles. Le faux passeport caché sous son matelas ne survivrait jamais à un examen fédéral, son identité de couverture étant trop superficielle pour résister au type d'enquête que Morrison pouvait lancer d'un simple coup de téléphone. Fuir signifiait abandonner tout ce qu'elle avait construit en 3 ans d'anonymat prudent, mais rester signifiait marcher dans un piège qui se terminerait probablement par la disparition de son corps dans le même vide statistique qui en avait avalé des centaines d'autres. Helena ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers sa fenêtre, jetant un coup d'œil à travers les rideaux sur la rue vide en contrebas, ignorant que des yeux ambrés l'observaient depuis l'ombre d'un chêne dont les branches projetaient des motifs géométriques sur le trottoir. Alexandre Dracul se tenait immobile dans l'obscurité, ses sens surnaturels suivant ses mouvements, tandis que la culpabilité lui rongeait la conscience comme la faim. 8 siècles de survie lui avaient appris à ne faire confiance à personne, à ne laisser aucun témoin, à disparaître au premier signe de danger. Mais quelque chose chez la serveuse avait brisé ces règles d'une manière qui le laissait vulnérable et confus. Elle avait tout risqué pour un étranger, lui avait montré de la gentillesse alors qu'il avait oublié que de tels gestes existaient, et maintenant sa présence dans sa vie la détruirait probablement aussi sûrement que l'aube détruit l'ombre. Le roi vampire savait qu'il devrait disparaître dans la nuit, laisser Helena faire face aux conséquences de son choix, se préserver comme il l'avait toujours fait, mais le souvenir de son avertissement murmuré le maintenait cloué sur place, comme des chaînes d'argent. Pour la première fois en 300 ans, le bien-être de quelqu'un d'autre importait plus que sa propre survie, et cette prise de conscience le terrifiait plus que n'importe quelle lame de chasseur ne l'avait jamais fait. Le matin arriva trop vite, la lumière grise de Seattle filtrant à travers des nuages qui semblaient peser sur la ville comme un couvercle sur une tombe. Helena s'habilla soigneusement pour son rendez-vous avec Morrison, choisissant des vêtements professionnels qui pourraient l'aider à projeter la compétence et la valeur plutôt que la culpabilité et le désespoir. Le bâtiment fédéral se dressait devant elle comme un monument de verre et d'acier au pouvoir bureaucratique, ses fenêtres en miroir ne reflétant rien, tout en semblant absorber la lumière environnante d'une manière qui lui donnait la chair de poule. Le contrôle de sécurité prit 20 minutes, détecteur de métaux et vérification de documents et questions sur le but de sa visite qui ressemblait plus à un interrogatoire qu'à une procédure de routine.
L'ascenseur pour l'étage 13 se déplaçait avec une douceur hydraulique qui suggérait une construction renforcée et des murs insonorisés, le genre de modification qui indiquait qu'un travail gouvernemental sérieux se déroulait derrière ces portes sans nom. Le bureau de Morrison donnait sur Elliott Bay, ses fenêtres du sol au plafond offrant une vue qui aurait dû être magnifique, mais qui ressemblait à une vitrine, comme si elle était exposée pour un public invisible. L'agent lui-même paraissait plus petit derrière son bureau qu'il ne l'avait été au café, ses cheveux gris acier parfaitement coiffés et ses cicatrices chirurgicales visibles lorsqu'il faisait des gestes avec des mains qui avaient clairement connu la violence. Il expliqua la valeur d'Elena avec le détachement clinique de quelqu'un évaluant du bétail. Ses compétences en langue roumaine et son expertise en matière de documents la rendant particulièrement qualifiée pour infiltrer les communautés surnaturelles qui avaient appris à se méfier des agents du gouvernement. La menace d'expulsion planait entre eux comme une lame, la mention désinvolte de Morrison de son statut illégal portant le poids d'un pouvoir absolu soutenu par l'autorité fédérale. La Roumanie la voulait, expliqua-t-il avec un mince sourire qui n'atteignit jamais ses yeux, ses anciens collègues de la force d'intervention anti-surnaturelle étant impatients de discuter de sa disparition soudaine et des informations classifiées qu'elle avait emportées en fuyant. Elena comprit l'équation implicite. La coopération signifiait la survie, tandis que le refus signifiait un aller simple pour Bucarest et la vengeance qui l'y attendait. La première mission de Morrison était d'une simplicité élégante dans sa cruauté. Localiser Alexandre Dracul en 72 heures et le livrer à une équipe d'extraction du DAS, en utilisant toutes les méthodes nécessaires pour gagner sa confiance et l'attirer dans leur piège. Elena accepta la mission avec une réticence appropriée, jouant le rôle d'une ressource acculée qui n'avait d'autre choix que de se conformer, tandis que son esprit parcourait l'impossibilité de ce qu'on lui demandait de faire. Le roi vampire avait disparu dans les ombres de Seattle comme de la fumée, et même si elle pouvait le trouver, trahir sa confiance détruirait ce qui restait de son âme. Morrison lui fournit un téléphone crypté et des protocoles détaillés pour prendre contact, ses instructions livrées avec la précision mécanique de quelqu'un qui avait orchestré des centaines d'opérations similaires. Elena quitta le bâtiment fédéral avec 69 heures restantes sur son délai, le poids de choix impossible l'écrasant sur ses épaules comme un fardeau physique. Elle rentra chez elle en voiture dans le trafic de l'après-midi, vérifiant ses rétroviseurs à la recherche de véhicules de surveillance, tout en sachant que Morrison avait des ressources bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait détecter ou éviter. Son immeuble semblait le même que d'habitude, mais Elena sentit la différence dès qu'elle entra, une tension électrique dans l'air qui lui fit se hérisser les poils sur les bras. Le roi vampire émergea des ombres près de sa cuisine avec une grâce fluide qui semblait courber la lumière autour de sa forme, sa présence à la fois terrifiante et étrangement réconfortante après la menace stérile du bureau de Morrison. La main d'Elena se déplaça instinctivement vers le coupe-papier en argent sur son étagère, l'une des rares armes qui pouvaient réellement blesser un être surnaturel, mais son cœur n'était pas dans le geste. Alexandre leva les mains en un geste de paix, ses yeux ambrés reflétant la tristesse et la détermination à parts égales, et Helena réalisa qu'il était venu se rendre plutôt que de la laisser affronter seule la colère de Morrison. La confession jaillit d'elle dans un flot de mots. L'ultimatum de Morrison et la menace d'expulsion et le choix impossible entre trahir un roi vampire ou faire face à une mort certaine en Roumanie. Alexandre écouta avec la patience de quelqu'un qui avait survécu à 8 siècles de persécution, son expression s'assombrissant à mesure qu'Helena décrivait les tactiques du DAS et l'implication personnelle de Morrison dans son recrutement. Quand elle eut terminé, le roi vampire se dirigea vers sa fenêtre et confirma ce qu'Helena avait soupçonné. Son appartement était sous surveillance, des camionnettes banalisées positionnées aux deux extrémités de sa rue et des dispositifs d'écoute placés dans tout son immeuble.
Ils avaient peut-être 10 minutes avant que l'équipe de Morrison ne réalise que leur cible était tombée dans leur piège. Et les sens surnaturels d'Alexandre pouvaient détecter les signatures électromagnétiques d'équipements conçus spécifiquement pour surveiller les êtres surnaturels. Elena attrapa les documents essentiels et l'argent liquide qu'elle avait pendant qu'Alexandre désactivait les dispositifs de surveillance avec une précision chirurgicale, ses mouvements trop rapides pour que les yeux humains puissent les suivre alors qu'il neutralisait des menaces qu'elle ne pouvait même pas voir. La révélation du roi vampire vint alors qu'il se préparait à fuir. Il avait été légalement protégé par la loi sur les réfugiés surnaturels de 1952, son statut de sanctuaire renouvelé tous les 50 ans par les voies appropriées qui avaient fonctionné sans incident pendant 7 décennies. Quelqu'un au sein du DAS le voulait mort non pas parce qu'il représentait une menace, mais parce qu'il possédait des connaissances qui pourraient exposer le projet Census, une base de données classifiée contenant des informations détaillées sur chaque être surnaturel en Amérique du Nord. Alexandre avait brièvement travaillé comme traducteur pour le premier bureau d'investigation en 1923, mémorisant des parties d'une première version de ce registre avant de réaliser les implications mortelles d'une surveillance aussi complète. La mémoire parfaite du roi vampire avait conservé des noms, des lieux et des faiblesses qui pourraient être utilisés pour traquer des milliers de réfugiés surnaturels qui avaient passé des générations à construire de nouvelles vies en Amérique. Morrison n'agissait pas sur ordre officiel du DAS, mais collaborait avec des entrepreneurs militaires privés qui voulaient vendre ces informations à des gouvernements étrangers, transformant la persécution surnaturelle en une entreprise internationale rentable. Les compétences linguistiques d'Elena la rendaient précieuse en tant que décodeuse potentielle si le registre complet était un jour retrouvé, mais ces mêmes compétences la rendaient également dangereuse pour la conspiration de Morrison, car elle pourrait reconnaître l'ampleur de l'opération et l'exposer aux autorités légitimes. Alexandre offrit à Elena un moyen d'échapper au piège de Morrison. L'aider à rassembler des preuves de la corruption au sein du DAS, et il utiliserait ses relations dans la communauté surnaturelle pour obtenir des papiers d'asile légitimes qui la protégeraient des autorités américaines et roumaines. Leur partenariat commença dans l'espace exigu de l'appartement d'Elena, alors qu'elle lui apprenait à reconnaître les techniques de contrefaçon modernes, tandis qu'il partageait des stratégies de survie apprises au cours de 8 siècles d'évasion de ceux qui voyaient son existence comme un affront à l'ordre naturel. L'expertise d'Elena en analyse de documents complétait les sens surnaturels d'Alexandre et sa connaissance encyclopédique des systèmes bureaucratiques, leurs compétences combinées, créant des possibilités qu'aucun ne pouvait atteindre seul. Le roi vampire la conduisit à travers les tunnels souterrains de Seattle jusqu'à un sanctuaire qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Une cave rénovée sous l'église orthodoxe roumaine de Saint-Nicolas, où le père Mihail protégeait les réfugiés surnaturels depuis plus de 30 ans. Le prêtre âgé salua Alexandre avec la familiarité d'une vieille amitié, et Helena avec la gentillesse réservée à ceux dont le courage leur avait valu une place dans le réseau clandestin qui faisait passer les êtres surnaturels en lieu sûr. La cave de l'église contenait un centre de communication sophistiqué qui interceptait et décodait les transmissions du DAS, révélant la véritable portée de l'opération de Morrison et le délai dans lequel il devait agir. Elena apprit que le projet de Census n'était pas simplement une base de données, mais un programme de chasse actif, avec des êtres surnaturels disparaissant de leur communauté à un rythme accéléré, alors que l'équipe de Morrison travaillait à éliminer quiconque pourrait posséder une connaissance partielle du contenu du registre. Le père Mihail leur montra des communications interceptées, indiquant que le DAS prévoyait de faire une descente à l'église dans 36 heures, la moitié du temps que Morrison avait donné à Elena pour localiser Alexandre, suggérant que sa mission avait été conçue pour échouer dès le début. Morrison avait besoin qu'Elena les mène à la cachette d'Alexandre, puis prévoyait de les éliminer tous les deux pour protéger sa conspiration de toute exposition.
La révélation du roi vampire sur les liens familiaux de Morrison avec l'industrie de la persécution surnaturelle, remontant à 3 générations, expliquait la nature personnelle de sa vendetta et les ressources auxquelles il pouvait accéder en dehors des canaux normaux du DAS. Les anciens collègues d'Elena en Roumanie ne coopéraient pas avec Morrison par courtoisie professionnelle, mais parce qu'ils avaient été achetés et payés par les mêmes entrepreneurs militaires privés qui voulaient accéder au projet Census. La partie d'échecs avait été truquée contre eux depuis le début, mais Elena et Alexandre avaient maintenant 36 heures pour exposer la corruption et fournir des preuves aux autorités qui ne faisaient pas partie de la conspiration de Morrison. Le père Mihail leur fournit du matériel de communication sécurisé et des contacts au sein du ministère de la Justice qui enquêtait sur les violations des droits surnaturels. Mais atteindre ses alliés exigerait qu'Elena et Alexandre survivent assez longtemps pour livrer des preuves que Morrison tuerait pour supprimer. Les 8 siècles d'expérience du roi vampire dans la lutte contre la persécution systémique, combinés à la connaissance intime d'Elena sur le fonctionnement de tels systèmes de l'intérieur, créèrent un partenariat qui représentait la première menace réelle que la conspiration de Morrison avait affrontée depuis des décennies. Elena comprenait maintenant que sauver Alexandre au café avait été plus qu'un choix moral. C'était le premier coup dans une guerre qui déterminerait si les êtres surnaturels pourraient continuer à exister ouvertement en Amérique ou seraient repoussés dans l'ombre par ceux qui profitaient de leur souffrance. Le compte à rebours était lancé vers une confrontation qui exposerait la vérité ou l'enterrerait à jamais avec tous ceux qui la connaissaient. Les doigts d'Elena parcouraient les archives méticuleusement organisées du père Mihail avec la révérence de quelqu'un qui comprenait que l'histoire vivait dans les documents, chaque page jaunie et chaque tampon délavé représentant des vies sauvées ou perdues dans la lutte sans fin entre ceux qui chassaient et ceux qui cherchaient refuge. La cave de l'église contenait des dossiers d'immigration remontant aux années 1920, lorsque la première vague de réfugiés surnaturels avait fui le chaos de l'Europe d'après-guerre et cherché sanctuaire dans la bureaucratie émergente de l'Amérique. Le père Mihail avait hérité de ces dossiers de son prédécesseur, un prêtre nommé père Dimitri, qui avait travaillé en étroite collaboration avec des agents du gouvernement pour établir les cadres juridiques qui deviendraient finalement la loi sur les réfugiés surnaturels de 1952. Elena trouva le dossier qu'elle cherchait, enfoui entre des demandes d'asile de familles de loups-garous fuyant la persécution nazie et de survivants vampires de la Révolution russe. La pétition de sanctuaire originale d'Alexandre Dracul de 1923, rédigée dans une élégante écriture roumaine qui documentait sa fuite de Bucarest après un soulèvement raté contre les boyards qui avaient collaboré avec ses anciens ennemis. La signature au bas du tampon d'approbation appartenait à l'agent Thomas Morrison, Bureau de l'immigration, et le sang d'Elena se glaça dans ses veines alors qu'elle reconnaissait l'écriture anguleuse qui correspondait à la note laissée sur le pare-brise de sa voiture. La même formation distinctive de lettres qui avait marqué sa condamnation à mort quelques jours auparavant. L'agent Thomas Morrison avait traité la première demande d'asile d'Alexandre, lui accordant une protection légale qui aurait dû durer indéfiniment en vertu des traités régissant les réfugiés surnaturels. Mais attachés au dossier original se trouvaient des photocopies de documents qui n'auraient jamais dû être retirés d'archives sécurisées. Elena étala les pages copiées sur le bureau du père Mihail, sa formation en analyse de documents lui permettant de les identifier comme des parties du premier registre surnaturel qu'Alexandre avait traduit lors de son bref emploi au bureau d'investigation. Quelqu'un avait volé ces copies en 1923, et l'horreur grandissante d'Elena confirma ce que ses instincts avaient soupçonné. L'agent Morrison actuel n'était pas le premier de sa famille à profiter de la persécution surnaturelle. La révélation se déroula comme un cauchemar prenant forme alors qu'Elena traçait les liens entre le passé et le présent,
découvrant des certificats de naissance et des dossiers d'emploi qui révélaient 3 générations d'hommes Morrison travaillant au sein de la bureaucratie fédérale avec un accès aux affaires surnaturelles. L'agent Thomas Morrison avait transmis ses connaissances et ses documents volés à son fils Robert Morrison, qui avait travaillé pour l'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale et avait ensuite aidé à établir le département des affaires surnaturelles dans les années 1960. Robert Morrison avait affiné les méthodes de son père, utilisant sa position pour identifier et éliminer les êtres surnaturels qui pourraient posséder des connaissances dangereuses tout en vendant des informations sur d'autres à des services de renseignement étrangers et à des entrepreneurs militaires privés. L'agent Morrison actuel représentait la 3e génération d'une conspiration héréditaire qui profitait de la persécution surnaturelle depuis près d'un siècle, la fortune de sa famille étant bâtie sur le sang de ceux qu'ils étaient censés protéger. Les mains d'Elena tremblaient alors qu'elle photographiait les preuves avec l'appareil photo sécurisé du père Mihail, comprenant maintenant qu'elle était tombée sur quelque chose de bien plus vaste et plus dangereux qu'un seul agent corrompu. La famille Morrison avait infiltré le DAS depuis sa création, créant une organisation fantôme au sein du gouvernement qui opérait selon son propre agenda, tout en maintenant l'apparence d'une force de l'ordre légitime. Le grand-père de Morrison avait volé les fragments du registre non pas pour un profit immédiat, mais comme un investissement dans des opportunités futures, sachant que les êtres surnaturels continueraient à chercher refuge en Amérique et que leurs identités deviendraient de plus en plus précieuses pour ceux qui leur voulaient du mal. L'ampleur de la conspiration expliquait les ressources de Morrison et sa confiance à opérer en dehors des protocoles normaux du DAS. Il n'enfreignait pas les règles, mais suivait des règles entièrement différentes, celles établies par sa famille des décennies avant l'existence du cadre juridique actuel. Elena réalisa avec une clarté cristalline que le recrutement de Morrison n'avait rien à voir avec son potentiel en tant qu'informatrice et tout à voir avec ses compétences de faussaire de documents et de traductrice. L'agent avait besoin de quelqu'un qui pourrait décoder le registre complet s'il était un jour retrouvé, quelqu'un qui pourrait créer la fausse documentation nécessaire pour faciliter la vente internationale de données de localisation surnaturelle. L'expérience d'Elena en identification surnaturelle et en création de documents faisait d'elle l'outil parfait pour les plans de Morrison, ce qui expliquait pourquoi il avait été prêt à dépenser des ressources considérables pour la piéger plutôt que de simplement l'éliminer comme une menace à la sécurité. Alexandre apparut à côté d'elle avec la grâce silencieuse des ombres prenant forme, ses yeux ambrés reflétant une tristesse ancienne alors qu'il étudiait les preuves de la trahison de la famille Morrison. Le roi vampire avait fait confiance au système qui lui avait accordé le sanctuaire, renouvelé ses papiers fidèlement tous les 50 ans, crut que l'Amérique représentait un véritable refuge contre la persécution qui l'avait poussé à traverser les océans et les siècles. Apprendre que ses protecteurs avaient été ses prédateurs depuis le début le frappa avec la force d'un coup physique, le poids d'un siècle de foi naïve s'effondrant sous la vérité d'une corruption systématique. Elena lui montra les pages du registre photocopié, observant son expression passer de la tristesse à la fureur, alors qu'il reconnaissait l'écriture qu'il avait produite en 1923, les noms et les lieux qu'il avait traduits de bonne foi, se révélant maintenant être des marchandises sur un marché qui échangeait des vies surnaturelles contre du profit. Morrison ne voulait pas arrêter Alexandre, ni même le tuer rapidement. L'agent prévoyait d'extraire chaque détail du registre de sa mémoire parfaite par des méthodes qui feraient paraître la torture traditionnelle miséricordieuse. La résilience surnaturelle du roi vampire signifiait qu'il pouvait survivre à des techniques d'interrogatoire qui tueraient un humain en quelques minutes, offrant à Morrison le temps nécessaire pour récupérer des informations qui avaient été dispersées et cachées pendant plus d'un siècle. Elena comprit maintenant que son rôle dans le plan de Morrison était de servir de traductrice et de faussaire de documents pendant le processus d'extraction.
utilisant ses compétences pour vérifier les informations et créer les faux papiers nécessaires pour déplacer les prisonniers surnaturels entre les sites sans déclencher la surveillance légitime du DAS. L'équipement de communication du père Mihail crépita de transmissions interceptées qui confirmèrent leurs pires craintes. La descente de l'Église avait été avancée de 12 heures, leur laissant moins de 24 heures avant que l'équipe de Morrison n'encercle leur sanctuaire. L'urgence n'était pas due à l'échec d'Helena à produire Alexandre dans le délai initial, mais à des renseignements suggérant que leur enquête se rapprochait de l'exposition de l'ampleur de la conspiration. Morrison ne pouvait pas se permettre de les laisser rassembler plus de preuves ou de prendre contact avec les avocats du ministère de la Justice qui enquêtaient sur les violations des droits surnaturels. Helena et Alexandre ne se battaient plus pour leur survie individuelle, mais pour l'existence de chaque réfugié surnaturel qui avait cherché protection en Amérique au cours du siècle dernier. Le registre en possession de Morrison contenait suffisamment d'informations pour faciliter l'élimination systématique de communautés entières, et les relations de sa famille au sein de la bureaucratie fédérale signifiaient que les autorités légitimes pourraient ne pas apprendre le génocide avant qu'il ne soit trop tard pour l'empêcher. La connaissance du roi vampire représentait la dernière pièce d'un puzzle que la famille Morrison assemblait depuis 3 générations, la carte complète de l'Amérique surnaturelle qui leur permettrait de monétiser la persécution à une échelle sans précédent. Helena fixa les preuves éparpillées sur le bureau du père Mihail, comprenant qu'elle était passée du statut de pion dans le jeu de Morrison à celui de l'une des rares personnes capables de l'arrêter. Son expertise en analyse de documents et en identification surnaturelle, combinée à la mémoire encyclopédique et aux instincts de survie d'Alexandre, représentait la seule menace réaliste pour une conspiration qui avait opéré en toute impunité pendant près d'un siècle. La dynamique du pouvoir avait changé d'une manière que Morrison n'aurait pas pu anticiper. Au lieu de recruter un outil pour les affaires de sa famille, il avait créé des ennemis qui comprenaient ses méthodes et possédaient les compétences nécessaires pour les exposer. Le père Mihail leur fournit des preuves supplémentaires de ses propres enquêtes. Des décennies de documentation minutieuse montrant des schémas de disparition et de dissimulation bureaucratique qui coïncidaient avec les activités de la famille Morrison. Le prêtre avait soupçonné la vérité pendant des années, mais manquait des relations et des ressources nécessaires pour contester une conspiration aussi profondément enracinée. L'arrivée d'Helena et d'Alexandre lui avait donné l'opportunité dont il avait besoin pour enfin riposter contre ceux qui avaient perverti le système de sanctuaire qu'il avait consacré sa vie à protéger. La mémoire parfaite du roi vampire lui permit de corréler les preuves du père Mihail avec ses propres expériences au cours du siècle dernier, identifiant des schémas et des connexions qui brossaient un tableau complet des opérations de la famille Morrison. Ils ne s'étaient pas limités à la persécution surnaturelle, mais avaient utilisé leurs connaissances et leurs relations pour profiter de diverses formes de trafic d'êtres humains, de trafic d'armes et de courtage de renseignements. Le registre surnaturel n'était que leur atout le plus précieux. La fondation d'une entreprise criminelle qui avait atteint des proportions internationales tout en se cachant derrière la façade d'un service gouvernemental légitime. Helena réalisa qu'exposer Morrison nécessiterait plus que de simplement présenter des preuves à des autorités qui pourraient elles-mêmes être compromises par la conspiration. Il devait créer une cascade d'informations qui submergerait la capacité de la famille Morrison à contenir ou à discréditer leurs révélations, forçant plusieurs agences à enquêter simultanément tout en s'assurant que les preuves atteignaient les médias et les organisations internationales hors de l'influence de Morrison. Le plan qui se formait dans l'esprit d'Helena exigeait un timing précis et un risque considérable, mais l'alternative était de permettre à un siècle de persécution systématique de se poursuivre indéfiniment. Les capacités surnaturelles d'Alexandre et la compréhension d'Helena des vulnérabilités bureaucratiques pouvaient être combinées pour créer un impact maximal avec un avertissement minimal pour leurs ennemis.
Ils avaient moins de 24 heures pour rassembler des preuves supplémentaires, prendre contact avec les autorités légitimes et se positionner pour survivre à l'inévitable représailles de Morrison. Le roi vampire et l'ancienne agente du gouvernement devenue serveuse étaient devenus le dernier espoir pour des milliers d'êtres surnaturels dont l'existence dépendait de la préservation de l'illusion du sanctuaire américain, tout en détruisant la réalité de la persécution américaine. Helena regarda dans les yeux anciens d'Alexandre et y vit sa propre détermination reflétée, la compréhension partagée qu'ils se battaient non seulement pour leur propre survie, mais pour le principe que certaines choses valaient la peine de mourir pour les protéger. La famille Morrison avait bâti sa fortune sur l'hypothèse que les êtres surnaturels étaient impuissants face à l'oppression systématique. Mais ils n'avaient jamais affronté d'ennemis combinant l'expertise technique d'Helena avec les siècles d'expérience d'Alexandre à retourner les armes de la persécution contre les persécuteurs eux-mêmes. Les informations du matin montraient des images de l'immeuble d'Helena bouclé par du ruban fédéral, des agents en tenue tactique transportant des boîtes de preuves, tandis que les journalistes spéculaient sur des liens terroristes et une fraude à l'immigration. Morrison avait agi plus vite qu'il ne l'avait prévu, son équipe faisant une descente au café et à l'ancienne résidence d'Helena, quelques heures après son absence au point de contrôle, rassemblant chaque bout de papier et appareil électronique qui pourrait révéler ses mouvements ou ses relations. Des mandats fédéraux avaient été émis en vertu de la loi sur la sécurité surnaturelle, une législation post-9/11 qui permettait la détention indéfinie de toute personne soupçonnée d'aider des menaces surnaturelles à la sécurité nationale, faisant effectivement d'Helena et d'Alexandre des ennemis de l'État sans protection légale ni droit d'appel. Le père Mihaïl regardait le reportage depuis la salle de communication cachée de l'église, ses mains burinées stables alors qu'il initiait des protocoles d'évacuation développés depuis des décennies, envoyant des messages codés aux refuges de tout le nord-ouest du Pacifique qui abriteraient les réfugiés surnaturels jusqu'à ce que le danger immédiat soit passé. Le réseau clandestin s'activa comme un organisme vivant répondant à la menace, chaque cellule opérant indépendamment tout en maintenant la communication par des canaux cryptés que l'équipe de Morrison n'avait pas encore pénétrés. Helena et Alexandre se déplaçaient dans les ombres de Seattle comme des fantômes, utilisant les sens surnaturels du roi vampire pour détecter la surveillance, tandis que la connaissance d'Helena des procédures bureaucratiques les aidait à anticiper où les agents de Morrison chercheraient ensuite. Chaque centre culturel roumain de la ville était sous surveillance, des véhicules banalisés positionnés devant les églises orthodoxes, tandis que des agents en civil surveillaient les commerces d'Europe de l'Est, avec la patience de chasseurs professionnels. Morrison avait jeté un filet conçu pour attraper quiconque ayant des liens avec leur groupe démographique cible. Comprenant que les réfugiés surnaturels se regroupaient souvent autour de repères culturels familiers qui leur rappelaient leur foyer. Les refuges fournis par le père Mihaïl offraient un sanctuaire temporaire, mais chaque emplacement devenait compromis en quelques heures, les ressources de Morrison se révélant bien plus étendues qu'il ne l'avait imaginé. Helena réalisa avec une horreur croissante que ses anciens collègues de la force d'intervention anti-surnaturelle de Bucarest ne se contentaient pas de coopérer avec Morrison, mais étaient intégrés à son opération depuis des mois, leur expertise dans la traque des êtres surnaturels les rendant des atouts inestimables dans une chasse qui s'étendait sur plusieurs continents. Les agents roumains connaissaient le profil psychologique d'Helena, ses habitudes, ses préférences et sa façon de penser sous pression, leur donnant des avantages que la simple surveillance ne pourrait jamais fournir. Morrison ne les chassait pas seulement par les canaux américains, mais avait activé des réseaux internationaux qui transformaient leur fuite en une chasse à l'homme mondial, avec des ressources qui semblaient illimitées. Helena apprit l'implication de son pays natal lorsque des communications interceptées révélèrent des manifestes de vol montrant 3 de ses anciens collègues en route pour Seattle, leur arrivée prévue pour le lendemain soir.
Le capitaine Radu Stănescu avait personnellement formé Elena à l'analyse de documents et à la manipulation psychologique, lui enseignant des compétences qu'elle utilisait maintenant contre sa propre opération, tout en sachant qu'il comprenait ses capacités mieux que quiconque. La lieutenante Maria Costin avait travaillé aux côtés d'Elena pendant 2 ans, partageant les quarts de nuit, le café et l'intimité décontractée d'un partenariat qui ferait de sa trahison un coup de poignard entre les côtes. Le sergent Dmitri Volkov avait été le mentor d'Elena et presque son amant, leur relation ne prenant fin que lorsqu'elle découvrit la vraie nature de leur travail et fuit la Roumanie au milieu de la nuit. Morrison avait choisi ses renforts avec une précision chirurgicale, sélectionnant des agents dont les liens personnels avec Elena feraient de sa capture une réunion de famille orchestrée en enfer. Alexandre sentit le changement chez Elena lorsqu'elle apprit l'arrivée de ses anciens collègues, sa peur se transformant en quelque chose de plus dur et de plus dangereux, alors qu'elle réalisait que fuir ne serait jamais suffisant. Le roi vampire avait survécu 8 siècles en sachant quand la retraite était tactique et quand elle devenait un suicide. Et le profil psychologique d'Elena suggérait qu'elle atteindrait bientôt un point de rupture, qui pourrait les détruire tous les deux s'ils n'étaient pas gérés avec soin. Leur partenariat avait évolué au-delà de la simple coopération de survie pour devenir quelque chose de plus profond et de plus complexe. Une connexion qui les surprit tous les deux par son intensité et son inévitabilité. Elena se retrouvait à observer Alexandre pendant les moments calmes dans leur cachette, voyant au-delà de sa nature surnaturelle la solitude profonde que 800 ans de persécution avaient gravée dans son âme comme du tissu cicatriciel. Le roi vampire avait appris à exister sans espoir, à survivre sans lien, à endurer sans autre but que le simple impératif biologique de continuer à exister, mais le courage d'Elena avait éveillé des possibilités qu'il avait oublié pouvoir exister. Alexandre reconnut en Elena une clarté morale qui avait été rare même dans sa vie humaine, une volonté de sacrifier la sécurité personnelle pour des principes abstraits qui lui rappelaient pourquoi il avait autrefois cru en des causes pour lesquelles il valait la peine de mourir. Aucun ne parla de l'attirance croissante entre eux, leurs circonstances désespérées, rendant de telles conversations un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre, mais tous deux comprenaient qu'ils se battaient pour quelque chose de plus que la survie individuelle. Le poids du danger partagé et de la dépendance mutuelle avait forgé des liens qui pourraient survivre même s'ils ne le faisaient pas, créant une connexion qui transcendait la barrière des espèces qui aurait dû rendre la compréhension impossible. Les rêves d'Elena étaient remplis d'yeux ambrés et de mains douces, tandis qu'Alexandre se surprenait à planifier non seulement une évasion, mais un avenir qui pourrait inclure la protection de quelqu'un dont le bien-être était devenu plus important que le sien. Leur relation existait dans des moments volés entre les refuges, des conversations tranquilles dans l'obscurité, en attendant l'aube, le simple réconfort du contact humain qui leur rappelait à tous deux ce pourquoi ils se battaient. Le docteur Sarakim les contacta par le réseau du père Mihail le 3e jour de leur cavale. Ses qualifications en tant qu'avocate du ministère de la Justice, enquêtant sur les violations des droits surnaturels, offrant le premier espoir qu'ils avaient connu depuis leur fuite de l'appartement d'Elena. Kim montait un dossier contre la corruption du DAS depuis 18 mois, documentant un schéma de détention illégale et de mort suspecte qui suggérait un abus d'autorité systématique, mais elle manquait de preuves concrètes pouvant résister à un examen en cour fédérale. L'histoire d'Elena et d'Alexandre fournissait les pièces manquantes d'un puzzle que Kim essayait de résoudre, leur expérience directe de l'opération de Morrison offrant un témoignage qui pourrait exposer la conspiration s'il survivait assez longtemps pour le livrer. L'avocate expliqua que les dossiers personnels de Morrison contiendraient des communications avec ses entrepreneurs militaires privés, des registres financiers montrant des paiements illégaux et peut-être même des fragments du registre du projet Census qui pourraient prouver l'ampleur de l'opération de trafic.
Obtenir ces dossiers nécessiterait d'infiltrer le bâtiment fédéral, une tâche qui semblait impossible jusqu'à ce que Kim propose d'utiliser Elena comme appât pour attirer Morrison hors de son environnement sécurisé. Le plan exigeait qu'Elena se rende en prétendant posséder des informations sur d'autres réfugiés surnaturels, un mensonge conçu pour la rendre suffisamment précieuse pour être interrogée personnellement plutôt que simplement éliminée. Pendant que Morrison se concentrerait sur l'extraction d'informations d'Elena, Alexandre utiliserait ses capacités surnaturelles pour pénétrer la sécurité du bâtiment fédéral et voler les dossiers de preuve du bureau de Morrison. Le timing devrait être parfait, Elena maintenant sa tromperie assez longtemps pour qu'Alexandre termine sa mission tout en évitant les techniques d'interrogatoire qui pourraient la briser avant que le roi vampire ne puisse la secourir. Kim leur fournit des schémas détaillés du bâtiment et des protocoles de sécurité, sa connaissance interne des procédures fédérales rendant l'impossible simplement suicidaire. Mais le plan représentait leur seule chance d'exposer la conspiration de Morrison avant qu'elle ne les consume complètement. La capture du père Mihail changea tout, la disparition du prêtre âgé étant découverte lorsqu'il manqua son contrôle de communication prévu ce soir-là. Elena et Alexandre trouvèrent des signes de lutte dans la cave de l'église, des meubles renversés et des éclaboussures de sang qui racontaient l'histoire d'un homme qui s'était battu tout en sachant que la résistance était futile. Sous des techniques d'interrogatoire poussées qui avaient été affinées au fil de décennies de persécutions surnaturelles, le père Mihail révéla l'emplacement de leur refuge actuel, son courage finissant par céder sous une pression physique et psychologique qui aurait détruit des hommes plus faibles en quelques heures. L'équipe de Morrison était en route vers leur position, arrivée estimée dans moins de 60 minutes, laissant Elena et Alexandre face à des choix impossibles et sans temps pour considérer les alternatives. Le refuge était un entrepôt converti dans un quartier industriel qui offrait de multiples voies d'évacuation, mais aucune possibilité de défense soutenue contre une équipe d'assaut fédérale équipée de technologies de confinement surnaturelles. La formation d'Elena en technique de contre-interrogatoire lui disait que le père Mihail aurait résisté aussi longtemps qu'humainement possible, sa capture et sa rupture représentant le désespoir croissant de Morrison de mettre fin à leur fuite avant qu'elle n'attire l'attention indésirable des alliés de Kim au ministère de la Justice. Les sens surnaturels d'Alexandre détectèrent l'approche de véhicules encore à des kilomètres, leur signature électromagnétique indiquant le type d'équipement spécialisé utilisé pour la chasse aux êtres surnaturels en milieu urbain. Le roi vampire pouvait s'échapper seul, utilisant ses capacités pour disparaître dans l'infrastructure souterraine de Seattle, où aucune agence humaine ne pourrait le suivre, mais laisser Elena derrière la condamnerait à un interrogatoire qui extrairait chaque secret qu'elle possédait avant de se terminer par sa mort. Elena comprenait la situation tactique aussi clairement qu'Alexandre, sa connaissance des protocoles du DAS lui disant que les ressources capturées n'étaient jamais autorisées à survivre assez longtemps pour devenir des responsabilités. Mais elle savait aussi que le plan du Dr. Kim représentait leur seule chance de riposter contre la conspiration de Morrison avant qu'elle ne s'étende au-delà de leur capacité à l'arrêter. Ils décidèrent de mettre en œuvre la mission d'infiltration immédiatement, utilisant l'attente de Morrison de leur panique pour masquer leurs véritables intentions, alors qu'ils se préparaient à entrer dans l'installation fédérale la plus lourdement défendue du nord-ouest du Pacifique. Elena se rendrait à l'entrée principale du bâtiment fédéral, prétendant posséder des informations sur les réseaux de réfugiés surnaturels dont Morrison avait besoin pour achever son opération, tandis qu'Alexandre utiliserait la diversion pour infiltrer le bâtiment par les systèmes de ventilation que ses capacités surnaturelles lui permettraient de naviguer. Le timing était crucial, la tromperie d'Elena devant durer exactement assez longtemps pour qu'Alexandre localise et vole les dossiers de Morrison, tout en évitant les systèmes de sécurité conçus spécifiquement pour détecter et contenir les intrus surnaturels.
Elena s'arma de suffisamment de renseignements authentiques sur le réseau du père Mihail pour rendre son histoire initiale crédible, tout en retenant des détails critiques qui pourraient être utilisés pour négocier du temps pendant le processus d'interrogatoire. Alexandre mémorisa les schémas du bâtiment et les protocoles de sécurité que Kim avait fournis, planifiant plusieurs itinéraires d'infiltration et de fuite, tout en sachant que sa nature surnaturelle le rendrait vulnérable à des systèmes de détection qu'il pourrait même ne pas reconnaître. Leur partenariat les avait conduits à ce moment de risque ultime, où le succès exposerait la conspiration de Morrison, tandis que l'échec entraînerait leur mort et la persécution continue de milliers d'êtres surnaturels qui dépendaient de leur courage. Helena embrassa Alexandre pour lui dire au revoir à l'ombre d'un viaduc abandonné, leur premier et peut-être dernier moment d'intimité physique portant le poids de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire, avant de se diriger vers le bâtiment fédéral pour se rendre à l'ennemi. Le roi vampire la regarda disparaître dans le matin de Seattle, son cœur antique se brisant d'émotion qu'il pensait perdu à jamais, avant de commencer sa propre approche d'un bâtiment qui représentait 8 siècles de haine institutionnelle manifestée en acier et en verre. Les pas d'Helena résonnaient contre le sol en marbre poli du hall du bâtiment fédéral, chaque pas la rapprochant d'une confrontation qui exposerait la conspiration de Morrison, ou se terminerait par sa mort entre les murs stériles de l'étage 13. Les gardes de sécurité traitèrent sa reddition avec une efficacité professionnelle, leurs détecteurs de métaux et leurs scanners biométriques confirmant son identité, tandis qu'elle maintenait la façade d'une informatrice désespérée, cherchant protection contre des forces surnaturelles qu'elle ne pouvait plus contrôler. La montée en ascenseur vers le domaine de Morrison ressemblait à une ascension vers sa propre exécution. La douceur hydraulique de la machinerie, la transportant vers une salle d'interrogatoire où sa formation psychologique serait testée contre des techniques affinées par des décennies à briser des alliés surnaturels et des collaborateurs humains. Morrison l'attendait dans une pièce conçue pour dépouiller de toute dignité et de tout espoir. Ses murs en miroir et son éclairage chirurgical créant un environnement où la vérité devenait un luxe que seule la coopération pouvait acheter. Helena entra dans l'espace avec une peur soigneusement calculée, jouant le rôle de quelqu'un dont les nerfs avaient finalement lâché sous la pression, tandis que son esprit cataloguait chaque détail qui pourrait s'avérer utile si elle survivait aux prochaines heures. La satisfaction de Morrison était palpable alors qu'il l'étudiait de l'autre côté de la table en métal, ses yeux gris acier reflétant la confiance d'un prédateur qui avait finalement acculé une proie qu'il avait menée dans une course épuisante à travers les ombres de Seattle. Helena commença à lui fournir de fausses informations sur le réseau du père Mihail, décrivant des refuges qui n'existaient que dans son imagination, tout en mélangeant suffisamment de vérité sur les schémas de réfugiés surnaturels pour rendre ses mensonges crédibles à l'examen. Elle parla d'églises orthodoxes roumaines dans tout le nord-ouest du Pacifique qui abritaient des familles de vampires, de faussaires de documents à Portland spécialisés dans les papiers d'identité surnaturelle, de réseaux clandestins qui déplaçaient des lycanthropes et des métamorphes à travers la frontière canadienne en toute sécurité. Les questions de Morrison devinrent plus spécifiques et plus urgentes à mesure que les renseignements fabriqués par Helena brossaient le tableau d'une résistance surnaturelle bien plus étendue que ses enquêtes précédentes ne l'avaient révélé. Pendant ce temps, 3 étages au-dessus de leur duel psychologique, Alexandre se déplaçait à travers l'infrastructure du bâtiment fédéral comme une ombre faite chair, ses sens surnaturels naviguant dans les systèmes de ventilation et les couloirs de maintenance qu'aucun humain ne pourrait traverser sans être détecté. Les 8 siècles de survie du roi vampire lui avaient appris la patience et la précision, des qualités qui le servaient maintenant, alors qu'il évitait les capteurs de mouvement et les systèmes de surveillance électromagnétique conçus spécifiquement pour capturer des êtres comme lui. Le bureau de Morrison occupait un coin du bâtiment avec des vues panoramiques sur Elliott Bay,
son emplacement et ses mesures de sécurité, le marquant comme le domaine de quelqu'un doté d'un pouvoir qui s'étendait bien au-delà de l'autorité bureaucratique normale. La vitesse surnaturelle d'Alexandre lui permit de forcer les serrures électroniques du bureau avant que leur protocole de sécurité ne puisse enregistrer sa présence, ses mouvements trop rapides pour que les caméras capturent des images claires de son infiltration. Les dossiers qu'il découvrit confirmèrent les pires craintes d'Elena sur l'ampleur de la conspiration de Morrison. Des documents détaillant des contrats avec des sociétés militaires privées dans 17 pays et des registres financiers montrant des paiements totalisant des millions de dollars au cours de la dernière décennie. Morrison n'avait pas limité ses opérations au simple trafic surnaturel, mais avait créé un marché international pour la persécution qui traitait les êtres sensibles comme des marchandises à acheter, à vendre et à éliminer selon les caprices de gouvernements étrangers et d'intérêts corporatifs. La liste des êtres surnaturels déjà capturés et vendus se lisait comme un catalogue d'horreurs, des centaines de noms avec de brèves descriptions de leurs capacités et les prix que leurs caractéristiques uniques avaient commandés sur des marchés qui existaient au-delà de toute surveillance légale ou considération morale. La mémoire parfaite d'Alexandre absorba chaque détail pendant que ses mains photographiaient des documents avec la précision de quelqu'un qui comprenait que les preuves étaient inutiles à moins qu'elles ne survivent pour atteindre les autorités légitimes. Le coffre-fort contenant les matériaux les plus sensibles de Morrison se trouvait derrière une peinture du Mont Rainier, ses serrures sophistiquées et son blindage électromagnétique indiquant un contenu assez précieux pour justifier des mesures de sécurité extraordinaires. Dans la salle d'interrogatoire, Elena sentit la pression psychologique de Morrison s'intensifier alors que ses tactiques de temporisation commençaient à montrer des signes de fatigue sous son expertise professionnelle. La formation de l'agent en interrogatoire poussé avait été affinée par des années de pratique sur des sujets dont la résilience surnaturelle lui permettait d'explorer des techniques qui tueraient des humains normaux en quelques minutes. Elena puisa dans sa propre expérience en contre-interrogatoire, utilisant des exercices de respiration et de compartimentation mentale pour maintenir sa tromperie tandis que les questions de Morrison devenaient plus invasives et menaçantes. Elle retourna ses armes psychologiques contre lui en exprimant de la curiosité pour ses méthodes, jouant le rôle de quelqu'un d'impressionné par sa sophistication tout en recueillant des renseignements sur ses véritables plans. L'ego de Morrison répondit à l'admiration apparente d'Elena, sa fierté professionnelle l'emportant sur la prudence tactique alors qu'il décrivait l'ampleur de la conspiration de sa famille sur 3 générations avec une satisfaction à peine dissimulée. Elena apprit que Morrison prévoyait de prendre sa retraite après avoir terminé le projet Census, sa part des profits du trafic surnaturel étant suffisante pour financer un exil confortable dans des pays sans traité d'extradition avec les États-Unis. Le registre complet représentait son coût final, une base de données complète qui pourrait être vendue à plusieurs acheteurs simultanément, tout en générant assez de chaos pour couvrir sa fuite d'Amérique et l'inévitable enquête qui s'ensuivrait. Morrison révéla que le disque crypté contenant le registre surnaturel complet était stocké dans le coffre-fort de son bureau, le même endroit où Alexandre travaillait actuellement à déjouer les systèmes de sécurité qui protégeaient les preuves nécessaires pour exposer la conspiration. Le choc d'Elena face à cette information fut assez authentique pour convaincre Morrison que sa révélation avait brisé ses défenses psychologiques, l'encourageant à continuer de décrire des plans qui le peignaient comme le cerveau d'un génocide systématique déguisé en application de la loi. Le système d'alarme du bâtiment s'activa avec une intensité perçante qui traversait l'acier et le béton, des lumières d'urgence inondant les couloirs d'un éclairage d'avertissement rouge, alors que les protocoles de sécurité conçus pour le confinement surnaturel commençaient à sceller les sorties et à activer les systèmes de détection. Alexandre avait réussi à récupérer le disque crypté et les dossiers de preuve de Morrison, mais sa présence avait finalement été détectée par des capteurs assez sophistiqués
pour différencier les signatures électromagnétiques humaines et surnaturelles. Le roi vampire se retrouva piégé à l'intérieur d'un bâtiment spécialement conçu pour contenir des êtres dotés de ces capacités. Des barrières doublées d'argent descendant de compartiments de plafond cachés, tandis que des fréquences soniques calibrées pour désorienter les sens surnaturels remplissaient de l'air d'harmoniques nauséabondes. Helena utilisa sa connaissance des protocoles d'urgence fédéraux pour guider Alexandre vers le niveau d'interrogatoire, sa mémoire des procédures bureaucratiques lui permettant de prédire quels couloirs resteraient accessibles pendant le confinement et quelles routes seraient bloquées par les systèmes de confinement. Morrison réalisa trop tard que la coopération apparente de sa prisonnière avait été une tromperie élaborée. Ses questions sur ses méthodes conçues non pas pour flatter son ego, mais pour extraire des renseignements tactiques qui pourraient être utilisés contre lui. La fureur de l'agent le transforma d'interrogateur professionnel en quelque chose de plus primitif et dangereux, la haine générationnelle de sa famille pour les êtres surnaturels l'emportant sur le calcul prudent qui avait gardé leur conspiration cachée pendant près d'un siècle. Helena attrapa la chaise en métal sur laquelle elle était assise et la balança avec une force désespérée, l'impact contre le crâne de Morrison lui achetant de précieuses secondes pour atteindre le déverrouillage d'urgence de la salle d'interrogatoire, tandis que les alarmes continuaient de hurler dans tout le bâtiment. L'atrium du bâtiment fédéral devint un champ de bataille, alors que l'équipe de sécurité de Morrison acculait Helena et Alexandre dans le seul espace assez grand pour que la vitesse et la force surnaturelle fournissent des avantages tactiques. Helena s'arma d'un extincteur dont le contenu chimique pouvait aveugler temporairement leurs attaquants, tandis qu'Alexandre se déplaçait avec une grâce inhumaine qui le rendait presque impossible à viser avec des armes conventionnelles. Morrison apparut avec du sang coulant de sa blessure à la tête et un pistolet de service à la main, son attitude professionnelle remplacée par la haine brute qui avait motivé 3 générations de la persécution des êtres surnaturels par sa famille. Les capacités surnaturelles du roi vampire lui permirent de dévier les tirs et de neutraliser les agents armés avec une violence minimale. Ses siècles d'expérience au combat lui fournissant des compétences que l'équipe de Morrison s'était entraînée à contrer, mais n'avait jamais réellement affrontées en confrontation réelle. Helena coordonna leur défense en utilisant sa compréhension des procédures tactiques fédérales, prédisant les mouvements de ses ennemis, tout en créant des opportunités pour qu'Alexandre neutralise les menaces sans tuer des agents qui suivaient peut-être des ordres plutôt que de participer volontairement à la conspiration de Morrison. Le Dr. Kim arriva avec des marshals fédéraux juste au moment où Morrison pressait son pistolet contre la tempe d'Helena, l'avocate du ministère de la Justice ayant utilisé la reddition d'Helena comme couverture pour sa propre enquête, qui avait finalement recueilli suffisamment de preuves pour obtenir des mandats d'arrêt. L'impasse ne dura que quelques secondes avant que Morrison ne réalise que sa conspiration avait été exposée au-delà de sa capacité à la contenir ou à la contrôler. L'arrivée d'une autorité fédérale légitime marquant la fin d'une entreprise criminelle qui avait opéré en toute impunité pendant 3 générations. L'arrestation de Morrison fut compliquée par sa tentative de détruire le disque de preuve en utilisant des impulsions électromagnétiques provenant de l'équipement d'urgence, ses efforts désespérés n'étant que partiellement réussis avant que les marshals fédéraux ne le maîtrisent avec une force qui le laissa inconscient et saignant sur le sol de l'atrium. Le disque crypté survécut aux tentatives de sabotage de Morrison, mais Helena et Alexandre découvrirent que l'agent avait conservé des copies de sauvegarde de renseignements critiques avec des alliés encore intégrés dans toute la hiérarchie du DAS. Ils avaient remporté une victoire significative en exposant l'opération personnelle de Morrison et en sécurisant des preuves du trafic surnaturel international, mais la conspiration plus large s'étendait au-delà d'un seul individu et nécessiterait une vigilance continue pour être complètement éliminée. Helena se retrouva en détention préventive fédérale pendant que les enquêteurs travaillaient à décoder les fichiers de Morrison.
son témoignage étant crucial pour monter des dossiers contre le réseau de collaborateurs qui avaient permis des décennies de persécutions systématiques. Alexandre disparut dans le monde souterrain surnaturel que l'enquête du Dr. Kim avait révélé. Sa connaissance du registre complet faisant de lui à la fois un témoin précieux et une cible permanente pour ceux qui profitaient de la souffrance surnaturelle. Leur partenariat avait accompli plus que ce que l'un ou l'autre n'avait cru possible quand Elena avait murmuré son premier avertissement au Café Europa, exposant une corruption qui atteignait les plus hauts niveaux du gouvernement, tout en démontrant que les êtres surnaturels et leurs alliés humains pouvaient travailler ensemble pour défier les systèmes conçus pour les détruire. La guerre contre la persécution surnaturelle se poursuivrait dans les salles d'audience et les auditions du Congrès, à travers des enquêtes médiatiques et des tribunaux internationaux qui passeraient des années à démêler toute l'ampleur de la conspiration de Morrison et du réseau criminel qu'elle avait servi. Elena et Alexandre avaient porté le premier coup décisif contre des ennemis qui avaient opéré dans l'ombre pendant près d'un siècle, leur courage créant des précédents qui inspireraient d'autres à se dresser contre la haine institutionnalisée déguisée en autorité légitime. Le roi vampire et la faussaire de documents devenus serveuse avaient prouvé que même les mots anciens pouvaient être vaincus lorsque les gens choisissaient de tout risquer pour des principes qui transcendaient les espèces et la nationalité. L'arrestation de Morrison marqua le début d'un règlement de compte qui remodèlerait l'application de la loi surnaturelle en Amérique, mais Elena savait que leur véritable victoire ne résidait pas dans la destruction d'une conspiration, mais dans la démonstration que la coopération entre les communautés humaines et surnaturelles pouvait surmonter n'importe quelle force dressée contre elle. La salle d'audience où Morrison était jugé semblait différente des salles d'interrogatoire stériles où il avait brisé tant d'êtres surnaturels au fil des ans. Ses panneaux en acajou et ses symboles constitutionnels représentant des idéaux que sa famille avait pervertis pendant près d'un siècle. Le Dr. Kim présenta les preuves avec une précision de procureur qui ne laissait aucune place au doute sur l'ampleur de la conspiration, les propres dossiers de Morrison documentant des décennies de trafic illégal, tandis que ses communications cryptées révélaient un réseau international qui avait traité des êtres sensibles comme des marchandises sur des marchés existants au-delà de toute surveillance morale. Le registre contenait plus de 15 000 noms, chaque entrée représentant un être surnaturel dont l'emplacement, les capacités et les vulnérabilités avaient été catalogués pour une exploitation potentielle par des acheteurs qui voyaient la persécution comme une opportunité commerciale rentable. La condamnation de Morrison pour trafic d'êtres humains, complot et violation de la loi sur les droits surnaturels entraîna une peine de prison à vie qui garantirait qu'il ne profiterait plus jamais de la souffrance de ceux qu'il avait juré de protéger, mais les dommages que sa famille avait infligés sur 3 générations ne pouvaient être réparés par aucune procédure judiciaire. Elena témoigna pendant 6 heures sur les méthodes et l'ampleur de la conspiration Morrison. Sa connaissance détaillée de la contrefaçon de documents et des protocoles d'identification surnaturelle, fournissant des preuves qui reliaient des incidents apparemment isolés en un schéma complet de persécution systématique. Le témoignage d'Alexandre fut donné à huis clos pour des raisons de sécurité, sa mémoire parfaite lui permettant de reconstituer des conversations et des événements de décennies passées qui corroboraient les preuves documentaires que le Dr. Kim avait rassemblées. Le statut juridique du roi vampire fut non seulement confirmé, mais élevé au rang de sanctuaire permanent avec des protections qui ne pouvaient être révoquées par une manipulation bureaucratique, son cas devenant un précédent qui renforça les droits de tous les réfugiés surnaturels qui avaient cherché la sécurité en Amérique. La demande d'asile d'Elena fut approuvée quelques semaines après l'arrestation de Morrison, sa coopération dans la révélation de la corruption gouvernementale lui valant des papiers légitimes qui remplacèrent de la fausse identité qu'elle avait maintenue pendant 3 ans à Seattle. Le Dr. Kim offrit à Elena un poste au sein de la nouvelle division des droits surnaturels du ministère de la Justice,
utilisant son expertise en analyse de documents et sa compréhension des tactiques de persécution pour aider d'autres réfugiés à naviguer dans des systèmes juridiques qui avaient été compromis par des décennies de discrimination institutionnalisée. Elena accepta le rôle avec un enthousiasme qui la surprit, découvrant que ses compétences pouvaient être utilisées pour protéger plutôt que pour chasser, pour construire un sanctuaire plutôt que de le détruire, pour créer de l'espoir plutôt que de répandre la peur. Ses premières affaires concernaient des êtres surnaturels qui avaient été victimes du réseau de Morrison, des familles déchirées par des opérations de trafic qui avaient déguisé le génocide en application de la loi, tout en profitant de l'élimination systématique de communautés entières. Alexandre trouva un but en travaillant avec le père Mihail et le réseau de l'Église orthodoxe pour créer de meilleurs systèmes de protection pour les êtres surnaturels vulnérables. Ces siècles d'expérience de survie se révélant inestimables pour concevoir des protocoles de sécurité capables de résister à la fois à la persécution gouvernementale et à l'exploitation privée. La réputation du roi vampire au sein des communautés surnaturelles s'était transformée, passant de celle d'un survivant reclus à celle d'un protecteur actif, sa volonté de risquer l'exposition pour le bien commun, inspirant d'autres à sortir de leur cachette et à contribuer aux efforts de défense collective. La relation d'Elena et d'Alexandre évolua d'un partenariat né du désespoir à quelque chose de plus profond et de plus complexe, leur traumatisme partagé créant des liens qui transcendaient la barrière des espèces qui auraient dû rendre la compréhension impossible. Ils découvrirent que l'amour pouvait naître dans les espaces entre la crise et le calme, dans les moments tranquilles où la survie n'était pas la seule considération, dans le simple plaisir de planifier un avenir qui s'étendait au-delà du prochain refuge ou de la prochaine évasion de justesse. Elena apprit à voir au-delà de la nature surnaturelle d'Alexandre, l'homme qui avait choisi le courage plutôt que la sécurité face à des obstacles impossibles, tandis qu'il reconnaissait en elle une clarté morale qui était restée intacte malgré des années de travail au sein de systèmes conçus pour corrompre ceux qui les servaient. Leur cours se déroula avec la délibération prudente de personnes qui avaient appris que le bonheur était fragile et précieux, chaque repas partagé et chaque baiser volé portant un poids que des relations occasionnelles ne pourraient jamais atteindre. La cave de l'église du père Mihail fut transformée de centre de communication d'urgence en espace de rassemblement communautaire. Son équipement sophistiqué étant réutilisé pour l'aide juridique et l'assistance documentaire, plutôt que pour la contre-surveillance et la coordination des évasions. Le prêtre âgé avait survécu à son interrogatoire avec sa dignité intacte, sa foi en la justice validée par la condamnation de Morrison et ses réseaux renforcés par la révélation de la corruption qui avait menacé les communautés surnaturelles pendant des générations. Elena passait ses soirées à l'église à aider les réfugiés nouvellement arrivés à comprendre leurs droits légaux et à naviguer dans les procédures d'immigration qui avaient été simplifiées par les réformes que le Dr. Kim défendait au Congrès. Sa maîtrise de plusieurs langues et sa compréhension des systèmes bureaucratiques se révélant inestimables pour les familles cherchant un sanctuaire contre la persécution dans leur pays d'origine. La présence d'Alexandre à ces rassemblements provoqua initialement de la nervosité parmi les êtres surnaturels qui se souvenaient de l'époque où les rois vampires régnaient par la peur plutôt que par la protection, mais sa manière douce et son souci sincère pour leur bien-être gagnèrent progressivement l'acceptation et finalement la gratitude de ceux qui l'aidaient. Le Café Europa reconstruit rouvrit ses portes 6 mois après l'arrestation de Morrison. Son emplacement familier choisi spécifiquement pour démontrer que les êtres surnaturels ne seraient pas chassés des lieux où ils avaient trouvé communauté et appartenance. Le père Mihail avait acheté le bâtiment en utilisant les dons de familles reconnaissantes dont les vies avaient été sauvées par la révélation de la conspiration de Morrison, transformant le simple café en un centre communautaire qui offrait une aide juridique,
des services de documentation et des programmes culturels pour les résidents surnaturels et humains des divers quartiers de Seattle. Elena et Alexandre passaient souvent leurs après-midi à leur ancienne table d'angle, le même endroit où leur partenariat avait commencé avec un avertissement murmuré qui avait finalement sauvé des milliers de vies. Elena apprenait à Alexandre à lire les formulaires d'immigration modernes et les réglementations fédérales, sa mémoire parfaite absorbant les complexités juridiques, tandis que sa patience le guidait à travers le langage bureaucratique qui avait considérablement évolué depuis sa dernière rencontre avec la paperasse américaine dans les années 1970. Alexandre partageait des chansons folkloriques roumaines avec Elena, sa voix portant des mélodies antérieures à son existence de plusieurs siècles, tandis qu'elle apprenait des paroles qui la reliaient à des traditions culturelles qu'elle avait abandonnées en fuyant Bucarest des années auparavant. Leur relation avait trouvé son rythme dans ces moments ordinaires, l'amour s'exprimant par un but commun et une intimité tranquille plutôt que par de grands gestes ou des déclarations dramatiques. La main d'Elena reposait naturellement sur celle d'Alexandre alors qu'ils travaillaient ensemble, sa chaleur étant un rappel constant qu'il n'était plus seul, tandis que sa présence lui procurait une sécurité qu'elle n'avait jamais connue avant de le rencontrer. Le contraste entre leur paix actuelle et leur début désespéré faisait de chaque moment de normalité une victoire contre les forces qui avaient tenté de les détruire, chaque sourire partagé une rébellion contre ceux qui croyaient que les êtres surnaturels et leurs alliés humains ne pouvaient coexister en toute sécurité. La jeune femme qui entra dans le café un mardi après-midi pluvieux se déplaçait avec une grâce qui attira immédiatement l'attention d'Elena. Ses yeux anciens et son accent impossible la désignant comme quelqu'un dont l'apparence ne correspondait pas à son âge réel ou à ses origines. Vera se présenta nonchalamment en faisant glisser un journal plié sur leur table, son doigt pointant un titre qui glaça le sang d'Elena. Les signalements de personnes disparues explosent dans la communauté surnaturelle de Portland. L'article décrivait des disparitions qui suivaient des schémas troublants similaires à ceux que Morrison avait utilisés à Seattle, suggérant que son arrestation n'avait pas mis fin à la conspiration, mais l'avait simplement forcé à se délocaliser et à s'adapter à de nouvelles circonstances. Elena et Alexandre échangèrent des regards qui contenaient des conversations entières sur le devoir et le danger, sur la paix qu'ils avaient trouvée et la responsabilité qu'ils ne pouvaient abandonner alors que d'autres faisaient face à des menaces qu'ils étaient particulièrement qualifiés pour affronter. Vera se révéla être une vampire de 400 ans qui avait survécu aux purges roumaines des années 1600 avant de s'établir dans la communauté surnaturelle clandestine de Portland. Ses ressources et ses relations fournissant des renseignements sur des menaces que les canaux officiels n'avaient pas encore reconnues. Quelque chose chassait les êtres surnaturels le long de la côte ouest, avec une sophistication qui suggérait une formation et des ressources gouvernementales, utilisant de faux documents et des systèmes fédéraux manipulés pour opérer avec la même impunité dont Morrison avait joui avant sa révélation. Les preuves que Vera présenta comprenaient des badges fédéraux dont les techniques de contrefaçon correspondaient à celles qu'Elena avait identifiées dans l'opération de Morrison, suggérant que son réseau avait survécu à son arrestation en transférant les opérations à des cellules de secours qui étaient restées cachées lors de l'enquête initiale. L'expertise d'Elena en analyse de documents et la connaissance encyclopédique d'Alexandre des tactiques de persécution étaient à nouveau nécessaires, leur expérience durement acquise représentant le seul espoir réaliste d'arrêter une nouvelle campagne d'élimination systématique avant qu'elle n'atteigne l'échelle que Morrison avait envisagée. Le faux badge fédéral que Vera fit glisser sur leur table était une contrefaçon parfaite qui aurait trompé n'importe qui, sauf quelqu'un avec la formation spécialisée d'Elena, ses imperfections subtiles révélant des techniques de fabrication qui suggéraient le même équipement et la même expertise que Morrison avait utilisé pour créer des documents pour son opération de trafic.
Elena étudia le badge tandis que son esprit parcourait les implications de ce que les renseignements de Vera suggéraient. L'arrestation de Morrison avait été une victoire tactique plutôt qu'une défaite stratégique, perturbant un nœud d'un réseau qui avait été conçu pour survivre exactement à ce genre de révélation. Les sens surnaturels d'Alexandre ne détectèrent aucune tromperie de la part de Vera. Sa sincérité désespérée le convainquant que les menaces qu'elle décrivait étaient authentiques et immédiates plutôt qu'une manipulation conçue pour les ramener dans un danger auquel ils avaient déjà échappé. Helena regarda dans les yeux ambrés d'Alexandre et y vit sa propre détermination reflétée, la compréhension partagée que leur lutte pour les réfugiés surnaturels n'avait fait que commencer avec la condamnation de Morrison et se poursuivrait jusqu'à ce que l'ensemble du réseau de persécution soit complètement démantelé. Leur amour avait été forgé dans la crise et testé par la séparation, mais il avait aussi été renforcé par un but commun qui transcendait le bonheur personnel pour englober la responsabilité envers ceux qui ne pouvaient pas se protéger. La main d'Helena recouvrit celle d'Alexandre sur la table du café alors qu'ils étudiaient ensemble les faux documents, leurs doigts s'entrelaçant avec l'intimité naturelle de partenaires qui avaient appris à se faire entièrement confiance face à des obstacles impossibles. Le cadre ordinaire du café reconstruit contrastait vivement avec la nature extraordinaire de leur vocation, l'amour et le but étant entrelacés de manière à rendre les deux plus forts que l'un ou l'autre n'aurait pu l'être seul. Helena sentit la montée familière d'adrénaline qui précédait l'action, ses compétences se réveillant de la dormance confortable d'un emploi légitime pour relever des défis qui exigeaient tout ce qu'elle avait appris sur la contrefaçon de documents et la manipulation bureaucratique. Les instincts anciens d'Alexandre répondirent à la promesse d'un conflit renouvelé avec anticipation plutôt qu'avec appréhension, ces siècles d'expérience de survie étant enfin mis à profit pour la protection plutôt que pour la simple endurance. Ils avaient arrêté Morrison et exposé sa conspiration, mais la guerre plus large contre la persécution surnaturelle continuerait à Portland et au-delà, partout où la haine se déguisait en justice et où le profit était extrait de la souffrance. Helena et Alexandre se levèrent de leur table avec une résolution partagée qui n'avait pas besoin de discussion, leur partenariat plus fort pour avoir été testé et leur amour plus profond pour avoir survécu ensemble à la crise. La lutte pour les réfugiés surnaturels était loin d'être terminée, mais ils y faisaient face ensemble avec des compétences éprouvées au combat et un engagement renforcé par tout ce qu'ils avaient déjà surmonté au service de principes qui transcendaient les espèces et la nationalité.